Retour sur le plateau de la feuille de match avec Bruno Michaud-Vigne, Guillaume Michaud, Patrice Basile et Maître Pascal Bon qui aura tout à l'heure un client très sérieux à défendre. D'ailleurs, il a sorti la tenue de circonstance, le noir et de rigueur ce soir. Voici venue l'heure des 5 dernières rencontres de la grille numéro 62 du Parion Sport Loto Foot 15, grille à valider avant dimanche 8h55 ici en heure locale. Et on commence avec un certain Tottenham-Chelsea, un derby londonien, bien comme il le faut d'ailleurs. C'est le 120e derby entre les deux équipes. Ça va faire des étincelles puisque Tottenham à domicile ne sera pas facile à manœuvrer et Chelsea qui s'avance avec ses galons de champion d'Europe. Oui, au Nice, sans The Special One, mais avec le Tourelle. Tourelle qui peut s'enorgueillir d'avoir ce plus, ce Lukaku. Moi, je suis fan. Je suis fan de... Voilà, cette espèce d'équipe qui respire la collectivité, mais avec des talents et au service d'un collectif. Et puis, la petite cerise sur le gâteau avec le finisseur. Et c'est vrai que je vois pas Tottenham rivaliser plus de 35 minutes, 30-40 minutes avant que, même à domicile, Chelsea puisse confirmer son bon placement derrière le Manchester United à la tête du championnat anglais. Victoire nette et claire de Chelsea à l'extérieur. Patrice semble du même avis. Ouais, c'est vrai que Tottenham reçoit Chelsea au plus mauvais moment parce qu'ils sont dans une sorte de coup ils ont un coup de mou là d'un coup. Ils viennent de perdre 3-0 contre Crystal Palace. C'était quand même pas c'était chaud. Ils ont fait nul à Rennes aussi. Voilà. Chelsea, effectivement, reste le Chelsea qui a gagné la Champions League avec effectivement un Lukaku qui leur amène encore un peu plus d'efficacité. Donc sur ce match-là, c'est vrai que je crains pour Tottenham parce que franchement en ce moment, alors évidemment jouant chez eux, ça peut éventuellement rétablir l'équilibre, mais je suis très dubitatif sur ce match et moi si je suis parieur et je prends les risques comme dit Bruno, je vais mettre Chelsea parce que Chelsea en ce moment, c'est vrai qu'ils ont le vent en poupe, hein, donc ils ont ça devrait faire avec un entraîneur stratège, c'est ça. En plus, voilà. Ah, oui. Ça fait encore mal. Alors, Guillaume. C'est vrai que Tottenham, ils font pas trop rêver depuis le début de saison. Harry Kane n'a toujours pas marqué. Il a le blues, par contre. Contrairement à Lukaku, lui, il a le blues. Ça se passe pas très Son bien. vrai faux départ. Voilà, ça a dû jouer, je pense. Ouais. Après, il y a d'autres pour compenser, mais c'est quand votre meilleur joueur il est pas au niveau, ça se ressent. Défaite contre Crystal Palace c'était net et sans bavure. D'autre côté, Chelsea qui, pour moi, sera champion en fin d'année. Et je pense que ça passe par une victoire à Tottenham. Donc, le 2, Chelsea. Alors, moi, pour ma part, je vois effectivement une victoire de Chelsea. C'est vrai qu'on en a parlé, c'est puissant, c'est costaud derrière et ça risque d'aller loin. Hein. Et puis, en plus, on reconnaît plus... Enfin, je crois que Tuchel, il récupère une équipe et ça se passe tout de suite bien. Donc, il surfe sur sa réussite et c'est génial. Hein. J'ai pas du tout... je suis pas... C'est juste... bon, c'est marrant la vie, quoi. Mais c'est comme ça. et Tottenham, par contre, est capable, effectivement, à la maison, de au moins ramener un nul. Donc pour moi, ce sera un match sur lequel je vais pronostiquer soit un match nul, soit une victoire à l'extérieur de Chelsea. Direction l'Italie pour le match suivant, match numéro 11 entre Hellas Vérone et l'AS Roma. J'ai envie de dire Hellas Vérone. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aussi. The Special One Touch. C'est vrai que l'AS Roma, elle est là, on l'attend. Hein, c'est un peu comme Paris Ligue des Champions. On pense toujours que c'est évident, mais en tout cas, elle tient son rang avec un recrutement quand même il fallait mettre tout ça en musique et ils y arrivent, ils y parviennent. Et je vois pas cette modeste équipe, comme on disait chez nous, je vois pas, c'est l'équipe pour un point, comme on dit. Voilà, s'ils sont sérieux, s'ils jouent comme ils jouent depuis le début de l'année, pas de souci pour moi, à mon sens. Victoire nette aussi de l'AS Roma à Hellas Vérone. Vérone qui va rester, le compteur de Vérone qui va rester à 0 points à la fin de cette journée, Patrice. Oui, d'autant que pour moi, c'est le match le plus déséquilibré de cette grille. Parce que c'est vrai que je ne vois pas l'AS Roma aller tomber contre Hellas Vérone. Avec le potentiel qu'ils ont, ils viennent de gagner pas mal de matchs, ils sont quand même assez en forme pour dire pour ça. Hein. Ils viennent de gagner contre le CSKA Sofia aussi, donc ils ont vraiment une dynamique. Et puis ils ont cette année une équipe pour aller loin, quoi. Ils sont premiers, donc il n'y a pas de raison qu'ils
qui ne reste pas premier. Donc oui, hélas Vérone. Guillaume. Effectivement, je pense que ça va être dur pour Vérone. La Roma sort d'un match qui n'a pas été facile contre Sassuolo, mais ils ont quand même pris les 3 points et c'est un match qu'ils ont gagné dans les dernières minutes. Donc on sent en fait la patte déjà un peu mourignesque en fait là, le côté on lâche pas l'affaire. Mourinho en plus c'était je crois c'était un match anniversaire pour lui. Il restait 2 minutes, il est sorti de son banc, il a encouragé, il y a eu but quoi. Donc je pense qu'il arrive à mettre sa patte sur son équipe et je pense que ça fera pas un pli. Roma à l'extérieur. 2. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Match hyper déséquilibré. On peut passer à la suite. Victoire de la Roma. Easy. La suite, c'est l'Espagne pour la rencontre numéro 12 entre le Betis Séville et l'Espagnol de Barcelone. Un duel qui a été disputé 94 fois depuis 1961. Messieurs, avantage, selon vous, à qui sur celui-là? Au Betis. Betis. Ouais. Même si j'ai aimé ce qu'a produit pendant une mi-temps l'Espagnol dans la dernière rencontre, c'était pas mauvais. Mais je sais que quand même, par rapport au rang, on va dire que Betis sera à domicile. On dit à domicile. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Et donc j'avais vu une victoire nette du Betis aussi. J'ai parlé de 94 confrontations entre les deux clubs. Il y a eu 35 victoires pour le Betis, 29 pour l'Espagnol et il y a eu 30 matchs nuls. Il faut aussi savoir, les amis, que le Betis est invaincu depuis 7 matchs face à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Oui, et puis il n'y a pas de raison que ça change, puisque le Betis, c'est quand même une équipe effectivement qui a un fond de jeu, qui est assez solide. Et pour aller chez eux perdre contre l'Espagnol, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème. Donc non, ils ont gagné 4-3, je crois, le match cet après-midi. Donc ils ont un potentiel important et il n'y a pas de raison qu'ils perdent. Donc pour moi, c'est le Betis sans problème. Le Betis qui a aussi un Fekir. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a Nabil Fekir dans l'équipe. Techniquement, c'est un gros plus. Il y a un joueur que j'adore, c'est Joaquin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il jouait déjà à la Coupe du Monde 2000. Le gars, il a 40 ans, il joue encore au Betis, il a des rôles assez importants. C'est l'âme de l'équipe. Exactement. Donc tant qu'il est là et que l'équipe continue à bien jouer, je les vois gagner, donc le 1. Mais là aussi, match un peu déséquilibré. Et c'est pour ces raisons-là que je vais aller dans le sens de tout le monde, une victoire plutôt facile du Betis. Match numéro 13, on reste en Espagne avec ce Real Sociedad FC Séville, l'autre équipe de Séville. Duel au sommet. Duel au sommet, pour moi, comme je disais la semaine dernière, le match le plus sexy en Espagne pour ce week-end. Je crois que c'est 2 points qui séparent le 4e du 6e. Voilà. 2 équipes qui ont fort bien commencé le championnat avec des certitudes sur leur fond de jeu et sur leurs points forts. Pour moi, c'est ma couverture complète de cette grille. Je vois le Real Sociedad se faire respecter à domicile, mais je vois aussi l'autre club de Séville qui est toujours un petit peu mieux classé que le Betis chaque année. Sans aller forcément très loin, mais très loin en Ligue Europa en tout cas, ils savent le faire. Donc, je peux être une victoire aussi de Séville à l'extérieur ou de 2, match nul. Je vois une couverture complète sur ce match-là, indécis. Match indécis, c'est la 95e confrontation entre ces deux formations. Alors, elles ont déjà disputé 94 confrontations, donc tout comme le match précédent, dont je parlais tout à l'heure. Il faut savoir que la Real Sociedad a gagné 36 fois contre 34 victoires au FC Séville et 24 matchs nuls. Un bilan plutôt équilibré. Donc le match nul peut convenir également, on ne sait jamais. Oui, bon, il y a toujours le fait que le Real Sociedad joue à domicile, que le FC Séville, ils ont quand même une équipe. Moi, j'aime bien Rakitic, parce que Rakitic, il amène toujours ce plus qui fait que ça vous libère des espaces. Et puis que voilà. Donc, moi, si j'avais eu. Malheureusement, j'ai déjà dit mon trip, mais si j'avais eu mon trip, je l'aurais joué là aussi. C'est un match qui va être très compliqué à pronostiquer. Donc, moi, je dirais que je mettrais une victoire du Real parce qu'ils sont chez eux, Real Sociedad, et puis un petit nul pour protéger mes arrières. Ils ont fait un match très bizarre, Séville, en Coupe d'Europe cette semaine. Donc on ne sait pas comment ils vont réagir. Je pense qu'ils vont vouloir vraiment montrer que c'est un accident face à Salzbourg. Et que Rakitic est en pleine forme aussi. Il a fait un excellent match. Donc, match extraordinaire quand même. Il y a eu quand même
4 pénaltys. 4 pénaltys en première mi-temps. Dont 2 ratés Dont par... deux ratés. Putain, les mecs, ils ont raté 2 pénaltys. Les visiteurs ont raté 2 pénaltys. Il fait un carton rouge sur simulation, c'est pas courant. C'est incroyable. C'est vraiment pas courant. Donc, Incroyable. je pense que ce sera un match plus normal, enfin j'espère, et puis donc plutôt Séville. Pour ce match-là, je donne mon pronostic à l'équipe qui reçoit. Donc, ça sera pour moi la Real Sociedad. Effectivement, Séville a des arguments et on peut même imaginer qu'ils ressortent un peu fatigués de leur épopée, en tout cas de leur match européen. Donc, pour moi, ça sera une victoire du Real à la maison. On termine avec la 118e confrontation entre Hammers et Red Devils, les West Ham qui affrontent Manchester United. C'est le dernier match de la grille, les amis. Des Mancuniens qui sont bien partis pour aller titiller les sommets de la Première Ligue cette année. Effectivement, Ronny, tous les clignotants sont verts. Je veux dire, ça joue, ils renforcent. Cristiano arrive, il rentre dans le collectif tranquillement. Et puis, même ceux qui étaient là, ils ne sont pas frustrés. 3 buts en 2 matchs. Ils augmentent le niveau de jeu, même si ce n'est pas Cristiano, mais voilà. Non, franchement, cette équipe-là est plaisante avec un Drogba qui manœuvre tranquillement. Moi, je pense que même à West Ham, Manchester va continuer sur sa belle lancée, comme en Europe, comme partout. Manchester, c'est une équipe cette année, il faudra compter sur elle. Avec Chelsea, ouais, peut-être, avec Chelsea. Man U qui reste sur 4 matchs sans défaite face à West Ham et surtout 3 victoires consécutives. Alors moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse entre Ronaldo et Messi, puisque c'est toujours le débat qui est le meilleur joueur, etc. Moi, je constate une chose, c'est que quand Ronaldo arrive à Manchester United, il arrive vraiment avec l'envie de tout casser. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué déjà plein de buts. Il a révolutionné déjà l'équipe de Manchester United, qui n'a plus rien à voir avec... Même l'alimentation de ses collègues. Voilà, aussi. Donc, il a supprimé le Coca-Cola, enfin tout ça. Monsieur, et voilà, donc, terminé, on n'en parle plus. Et voilà Manchester United qui vraiment aujourd'hui retrouve son talent. D'ailleurs, on a vu son créateur, là, comment il s'appelle, celui qui a... Bruno Fernandes ? Non, celui qui a le grand Manitou de l'époque. Voilà, qui était aux anges, qui revivait devant. Et puis on a un Messi qui arrive à Paris sur la pointe des pieds. Et c'est ça que j'aurais voulu qu'il fasse aussi, quoi, qui nous montre que voilà. Oui, mais attention, il était déjà à Manchester. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc c'est un retour. Deux situations complètement différentes. Mais Ronaldo, qu'on disait un peu fini. Non, mais je remarque quand même que Ronaldo, qu'on disait un peu fini, un peu vieux, etc. Le gars, il est parti pour comme s'il avait 20 ans. 36 ans, quand même. Voilà. Donc chapeau bas. Donc moi je dis. Je ne sais pas si on peut parler d'EHPAD à Manchester, avec Cavani, avec Ronaldo. Mais il y a des jeunes aussi quand même. Ouais. Il y a des jeunes, mais il y a quelques trentenaires aussi. Oui, mais comme c'est Manchester United, on n'en parle pas, il n'y a qu'à Paris. C'est pour ça que des fois, quand il y a des gens qui disent hé hé dans des discussions sur le foot, ça m'embête. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque le hé hé, je vous assure qu'il a toujours supporté le PSG en Coupe d'Europe. Alors moi, je voudrais quand même un pronostic, parce que West Ham, quand même, ne va pas se laisser faire aussi facilement, puisque, encore une fois, ils viennent de gagner 2-0 contre je ne sais plus qui, d'ailleurs, que c'était cet après-midi, je crois qu'ils ont joué. Et donc, voilà. Moi, je pense que Manchester United va quand même gagner ce match, mais ça va être un match serré, très, très serré. Et voilà. Ah ouais. Alors, juste pour rebondir sur Ronaldo et Messi, je pense vraiment que Ronaldo avait envie de jouer à Manchester. Oui, c'est ça. Oui. Messi, peut-être qu'il a envie de rester à Barcelone. Donc, je pense que ça doit jouer un peu aussi sur le jeu, à mon avis. Et pour revenir au match, West Ham, très bon début de saison. Manchester, les voyants sont ouverts, mais il y en a quelques-uns qui sont à l'orange. Je pense à Jadon Sancho, l'intégration n'est pas excellente. Il y a le match en Coupe d'Europe aussi qui ne s'est pas très bien passé. Défaite à Berne 2-1 avec un carton rouge à 36e minute. Donc le N et le 2, parce que Manchester ramène toujours au moins un point de ses déplacements. Donc, Non, mais là, sur ce match-là aussi, je vois clairement Manchester l'emporter. West Ham ou South Ham, tout ce que vous voulez, ça ne va pas peser lourd par rapport à cette équipe de Manchester qui reprend effectivement avec l'arrivée de Cristiano. Ce sont deux joueurs différents, Cristiano et Messi. Cristiano est un leader de vestiaire et de terrain aussi, et Messi était assez effacé sur le terrain. Il avait le brassard, mais il avait le brassard technique, mais c'est pas quelqu'un
que tu vois sur les réseaux sociaux à montrer ses abdos, etc. Donc c'est pas du tout le même, le même joueur. Donc non, mais à chaque fois vous voulez comparer les choses quand le joueur arrive au PSG. Mais surtout que Cristiano était déjà un joueur de Manchester, donc il montre qu'il va finir sa carrière là, comeback, et tout de suite le public adhère parce que voilà, dès qu'il touche le ballon, et il fait grimper tout le monde, et pour moi, il faudra, comme tu l'as dit tout à l'heure, Manchester se méfier. Tes Blues là, il faut qu'ils fassent gaffe, quoi. Merci les amis, on va compiler tout cela et puis on revient dans quelques instants pour la synthèse. Tout de suite, parole à la défense. Et je me tourne vers Maître Pascal Bon. Maître Pascal Bon, ce soir, votre client, votre mission, si vous l'acceptez, est de défendre la MNM, accusée d'escroquerie dès le premier match. Oui, on y sont sérieux. Accusés d'escroquerie. Donc Messi, Mbappé et Neymar. Donc on va prendre quelques glaçons, un bon spa, quelques yoga, et on va se calmer. Se calmer dans les attentes. C'est vrai que, oui, le match a été pas à la hauteur, parce qu'on parle du match contre Bruges, de l'attente et de la déception qu'il y a eu chez les supporters, par rapport à une qualification d'escroquerie. Voilà. Escroquerie, c'est quoi? Escroquerie, c'est quand on s'est trompé dès le départ sur la marchandise des joueurs. Est-ce que c'est Neymar qui a joué? Oui. Est-ce que c'est Messi qui a joué? Oui. Est-ce que c'est Mbappé qui a joué? Oui. Ok? On sait aujourd'hui que quand on est avec Ronny, même s'il a les lunettes, c'est pas Rudy Babel. Donc on aura la patte de Ronny. Maintenant, est-ce qu'on peut attendre de Ronny qu'il fasse du Zorro? Qu'il fasse du Zorro Babel? Non. Donc, au non à l'escroquerie, peut-être oui, je le dis, tout sincèrement, à l'abus de confiance. L'abus de confiance peut-être, mais votre qualification est restée sur l'escroquerie. Donc, quand on parle d'escroquerie aussi, c'est se dire, est-ce qu'on s'est trompé sur l'investissement? Alors la question se pose sur l'investissement sportif et l'investissement financier. Moi, quand je regarde les chiffres, aujourd'hui, si je suis un gestionnaire et je suis un financier et que j'ai des parts dans le club parisien, je peux me frotter les mains. J'ai regardé un petit peu les estimations, même pour l'État français d'ailleurs. L'estimation pour la TVA, c'est 150 millions de recettes dérivées de la TVA du fait de l'augmentation de la présence à la fois de Neymar, Mbappé et surtout de Messi en France. C'est un maillot à 150 €, on se l'arrache. On se l'arrache sur les champs de jour comme de nuit. Donc sur le plan financier, sur les 3 ans, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'escroquerie. C'est une bonne affaire. Maintenant, l'investissement sportif, c'est autre chose. Sur l'investissement sportif, il va falloir aussi peut-être vouloir être patient. Plusieurs éléments quand même. Premièrement, moi j'y viens toujours. On a des joueurs, à part Mbappé, qui a quand même joué la Coupe d'Europe, on a des joueurs qui ont été très investis personnellement dans leur club en Copa América. Ok? Donc d'où l'impact physique, le résultat aussi, par les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde qui se sont enchaînés. Et on veut que ces gars-là puissent retrouver le même élan, la même dimension physique. Je pense que ça pèse un peu aussi. Tout le monde a bien remarqué que Neymar marche un peu beaucoup plus, Messi également, mais ce sont des mecs qui sont investis dans la sélection nationale. Et donc, on paye ça. On paye aussi le fait que l'entraîneur, il vient peut-être que lui, on pourra peut-être plus le titiller, a mis ces trois-là ensemble face à Bruges. C'est la première fois qu'on a ce trident offensif réuni. Donc on veut attendre des automatismes, on veut attendre qu'ils soient léchés. Non, il faut être patient. Il faut attendre un peu. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher à Pochettino, parce que lui, à mon sens, on peut le mettre à l'index, c'est de ne pas avoir pu encore donner des signes de sa patte d'entraîneur. On ne sait pas où il va. On en a parlé tout à l'heure. On a spéculé sur ces changements, mais vous avez vu à quel moment il a commencé à faire les changements, alors que son équipe était déjà très en difficulté. Vous avez un banc qui est assez profond, on essaie de le dire. Pas ce soir-là quand même. En tout cas, il y avait des changements tactiques et oser essayer, puisqu'on est Paris, on n'est pas Paris, et on se laisse balloter, et quand ça commence à sentir vraiment, moi je le dis, s'il fait notre Danilo, c'est qu'il sent lui que s'il va rentrer
Ah, il préserve le match nul. Que ce point, parce que Bruges avait encore des vagues incessantes des déferlantes. Donc, à mon sens, ce qu'il faut mettre à l'index, c'est plutôt à la fois Pochettino, mais aussi le temps. Il faut donner encore du temps, même si nous avons des attentes qui sont au-delà de la démesure face à ces grands joueurs. Quid d'un manager qui est bon ou d'un très grand manager, à Pochettino de nous convaincre. Et je finirai par là, par ce proverbe-là. La patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont les fruits sont doux et sucrés. Donc attendons un peu et nous allons être régalés par ce trident très bientôt. Messieurs, très rapidement, commentaire. Séduit par cette magnifique plaidoirie à laquelle j'adhère complètement. Car effectivement, peut-être qu'on est un peu trop impatient et c'est un peu le problème des enfants gâtés que nous sommes, puisqu'on nous donne tout, alors maintenant on veut tout de suite. Pour moi, effectivement, l'escroquerie, c'est plus Pochettino que les 3 joueurs devant. Honnêtement. Et le deuxième truc, c'est que je pense que Paris, le problème, c'est que Paris n'a pas le temps, en fait. Et depuis tout le temps. Donc, faut qu'il se bouge. Et je pense honnêtement que Pochettino, on le verra pas en décembre. Je pense qu'il risque d'y avoir un changement. Je suis d'accord. À mon avis. Je dirais même pire, est-ce qu'il faut sortir de cette poule? S'il n'est pas là en décembre, il y a des des chances que... Mais je pense quand même. Non, mais je pense quand même qu'il va sortir. Non, il faut déjà passer à la sortie du poule. Moi, je suis atterré. Vous faites comme si il y a catastrophe. Il n'y a qu'un match nul avec un banc. Je vous conseille de consulter quand même la feuille de match où il y a très peu de joueurs cadres sur ce match-là. Il y a plein de jeunes qui ne peuvent pas faire rentrer justement. Il ne faut pas s'alarmer. C'est vrai que le niveau de jeu n'est pas satisfaisant, mais je vous répète encore une fois que sur ce match-là, on voit des pattes de Messi. On voit le duo Neymar-Messi retrouvé, alors pas encore au top, on en a parlé, il y a la Coupe il y avait des matchs un peu ici ou là, et donc le niveau de fraîcheur n'était pas encore là, mais on voit quand même qu'à un moment donné, ça joue les yeux fermés entre Messi et Neymar, et quand ça va faire... moi, je veux l'émission enregistrée, je vous la propose dans 2-3 semaines, vous verrez. Et je crois qu'il n'y aura pas débat. La plaidoirie est magnifique, certes. Hein, on prend date, on prend note, 2-3 semaines, on sera pile après Manchester et City. Et parfait. Vous aurez les yeux qui brillent. Parce que, la deuxième chose, la patience. Non, mais on a vu un Messi marcher, mais quand il marche, c'est comme quand il y a d'autres qui courent, quoi. Non, mais il a dit impatience. J'avais dit très court. Et je finis juste pour l'investissement pécunier. Messi, actuellement, le PSG remplit. Donc les matchs sont pleins à l'extérieur comme à la maison. Plus 20%. Merci messieurs, merci pour toute cette belle plaidoirie. Maître Pascal Bon, je vous propose de passer à la synthèse des pronostics qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Grille à valider avant le dimanche 19 septembre, 8h55. Le match numéro 1, Paris Saint-Germain-Lyon. Le pronostic va s'afficher le 1 et le N. Marseille-Rennes, le 1. Angers-Nantes, le N et le 2. 3. Montpellier, le 2. Clermont-Brest, le 1. Reims-Lorient, le 2. Valence-Real Madrid, le 1 et le 2. Juventus de Turin, Milan AC, le 1, le N et le 2. Lazio de Rome, Cagliari. Alors je dis Cagliari, pas Cagliari. Mais c'est Cagliari. Oui, mais moi je suis français. Cagliari, le 1. Tottenham, Chelsea, le N et le 2. Hellas Verona, AS Roma, sans surprise, le 2. Betis Séville, Espagnol, Barcelone, le 1. Real Sociedad, FC Séville, le 1 et le 2. Et enfin, West Ham, Manchester United. On vous propose le 2, une grille qui vaut 96 € et elle est à valider avant dimanche 8h55. Et si vous avez tout parti, en tout cas, si vous avez la totalité de ces pronostics, les 14, vous remporterez la coquette somme de 500 000 € minimum. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Merci Pascal Bon. Merci Ronnie, merci à tous, c'est un grand plaisir. Et puis Bruno, la prochaine fois t'apportes, je ne sais pas si tu de marque, mais... Encore ma bouche à enfiler, mon coupé, manger gâteau. Ça. Merci Patrice Basile. On s'est régalé ce soir, et on va se régaler encore. Dis donc, vous êtes
Vous avez fait un rêve prémonitoire. Je sais pas. Merci à Guillaume Michaud d'être là avec nous. Merci à la Guadeloupe, merci les footeux, et puis on va bien manger, ne vous inquiétez pas. Et puis merci à Bruno Michauvigne. Et merci pour cette belle surprise. Et on remercie encore Fabienne Youyut qui a dû le faire avec beaucoup d'amour en la connaissant. Comme d'habitude, merci. En tout cas, bonne fin de soirée. Vous restez bien évidemment branchés. Éclair TV, la suite des programmes va forcément vous intéresser.